Qu'est-ce qui peut pousser un homme à s'en prendre uniquement à des Italiens? Une allergie aux pizzas peut-être, ou alors une vengeance toute personnelle contre le peuple de Materazzi pour aller plus loin que le coup de boule de Zidane en 2006. Mauvaise réponse car ces crimes sont survenus en 1910, soit près d'un siècle avant cette fameuse finale de Coupe du Monde. Le tueur à la hache a attaqué une dizaine de personnes au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Des crimes principalement commis contre les immigrés italiens sur fond de musique de jazz. On peut penser que le premier meurtre de celui qu'on appellera par la suite le tueur à la hache a eu lieu en juin 1910 et sa première victime c'est Joe, un épicier italien. Il a été frappé par une arme qui ressemblait à un couperet et les coups ont été tellement violents que les chocs ont fait plier le matelas et que le cerveau sortait du crâne de la victime. Le criminel disparaît ensuite durant plusieurs années, mais à son retour, il n'a rien perdu de sa violence. En 1918, il fracasse de nouveau le crâne d'un autre Joe avant de l'égorger et il fera subir le même sort à sa femme Catherine qui se noiera dans son sang. Le 27 juin, Louis, un épicier, est attaqué avec sa maîtresse, Harriet, à l'arrière de son magasin. C'est le boulanger venu apporter le pain qui les retrouve et qui les sauve d'ailleurs d'une mort probable. Harriet par la suite déclarera à la police que c'est son amant qui l'avait attaqué et qu'il était en plus un espion allemand. Louis a donc été accusé, il a fait 9 mois de prison avant d'être innocenté. Au début du mois d'août, le 5 précisément, Anna, une femme enceinte de 28 ans, a été frappée à plusieurs reprises au visage et c'est son mari qui l'a retrouvée vivante heureusement. Pour l'anecdote, elle a accouché 2 jours plus tard d'une petite fille, comme si de rien n'était. 5 jours plus tard, c'est Joseph, un vieux monsieur, qui est attaqué chez lui. Le tueur est interrompu dans son travail par les 2 nièces de la victime, qui habitaient chez lui. Malheureusement, leur oncle décédera des suites de ses blessures, mais elles verront un homme s'enfuir à ce moment-là. Il avait la peau foncée, il était vêtu d'un chapeau et d'un costume. On n'entend plus parler du tueur à la hache durant plusieurs mois, jusqu'au 10 mars 1919, où il s'en prend à une famille d'immigrants italiens, les Cortimiglia. Le serial killer a tué la petite fille de 2 ans et il a gravement blessé ses parents. La femme accuse alors ses voisins, mais l'un est trop gros et l'autre est trop vieux pour passer dans le trou de la porte qui a été découpé pour rentrer dans la maison de la famille. Ils sont quand même arrêtés par la police et condamnés avant d'être graciés quand la femme avoue les avoir accusés par jalousie et par dépit. Le 10 août, un nouvel épicier italien est attaqué, il est sauvé à temps par les secours, mais on observe une nouvelle fois le même mode opératoire du serial killer. Un panneau est découpé dans la porte pour rentrer sur les lieux, les coups sont portés à la victime par une arme qui ressemble à une hache, et l'objet, qui est souvent sanglant, est abandonné dans l'arrière-cour ou dans le jardin, alors que le tueur prend la fuite. Le 3 septembre, le meurtrier entre par la fenêtre chez Sarah. Cette nouvelle victime, elle est retrouvée inconsciente, mais vivante. Le 27 octobre 1919, le tueur terminera ses méfaits par un dernier meurtre, celui de Mike Pepitone. Ce père de 6 enfants est retrouvé mort par sa femme après avoir été frappé à la tête par une hache. Les coups ont été si violents que le sang a éclaboussé une peinture de la Vierge Marie qui décorait la pièce. Une légende urbaine raconte que la veuve de la dernière victime aurait tué un homme du nom de Joseph Mumfre à Los Angeles car elle le suspectait d'être le tueur de son mari, mais durant des années, la police n'a jamais arrêté un suspect convaincant qui collait au profil du tueur à la hache. Un détective italien qui a suivi l'affaire imagine le tueur comme une personne à double personnalité qui tue sans réel mobile. Une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde à la Nouvelle-Orléans, un homme qui peut basculer dans la folie à n'importe quel moment. Des enquêteurs ont pensé que le mobile de ces attaques pouvait être lié au sexe. Le tueur à la hache serait un pervers qui ne chercherait à s'en prendre qu'à des femmes et qui tuerait des hommes seulement s'ils s'interposaient. À cette époque, il y avait beaucoup d'immigrés italiens à la Nouvelle-Orléans et ils n'étaient pas forcément très appréciés, alors ces crimes auraient pu être commis par un Américain qui en voulait pour une mystérieuse raison à cette communauté. Est-ce que toutes les attaques dont je vous ai parlé ont été commises par notre fameux serial killer? Il n'y a pas eu que des attaques à la hache et il n'y a pas eu que des Italiens ciblés. À cause des dates et des circonstances de ces crimes, tout a été attribué à notre meurtrier, même si officiellement, rien n'a été revendiqué. Cela pourrait être des cambriolages qui ont mal tourné, et dans le cas de Louis et Harriet, une dispute de couple avec des violences conjugales. Selon une autre rumeur, il pouvait s'agir de vendetta, des vengeances entre différents gangs de familles italiennes qui réglaient leurs comptes de cette manière. À l'époque, des médias ont aussi évoqué une possible implication de la mafia dans ces affaires, sans que jamais cela puisse être prouvé. Le 13 mars 1919,
Une semaine après avoir attaqué la famille Cortimiglia, le tueur à la hache envoie une lettre au journal local, le Times-Picayune. Le meurtrier annonce qu'il va se promener en ville le mardi soir pour y dénicher sa prochaine victime. Le serial killer explique que ce soir-là, la seule façon d'être en sécurité est d'écouter du jazz. Selon certains témoins, cette nuit a été la plus bruyante de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. De nombreux habitants se sont rendus dans les bars pour écouter de la musique et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et même si les plus courageux n'ont pas tenu compte des menaces et ont dormi sur leurs deux oreilles, le tueur n'a pas frappé cette nuit-là. En 1919, une chanson rend ses crimes encore plus célèbres et il fait encore parler de lui aujourd'hui puisqu'il apparaît dans la 3e saison d'American Horror Story. Personnellement, j'ai découvert ce tueur à travers le roman Carnaval de Ray Célestin. Il ne faut pas croire que tout le monde avait peur du tueur à la hache. Certains ont annoncé dans les journaux qu'ils laissaient leurs fenêtres et leurs portes ouvertes et qu'ils invitaient le serial killer à venir, mais il n'a jamais répondu à cet appel, sinon il aurait sûrement ajouté de nouvelles victimes à son tableau de chasse. C'est élémentaire.